tous des clones? Non, 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 merci. Je vais commencer cette vidéo par cette petite citation en malinké. Ceux qui comprennent comprendront. Ceux qui ne comprennent pas, qu'ils demandent ce que ça veut dire pour avoir l'interprétation. Ni tubabu ka fo inye, ibe fenke ikanake. Ni aka fo inye ikana fenke ibake. Feni kanyi aba fo ikanake. Feni manyi aba fo ibake. Itulo daire kosobe. Kamen feni imbe fola. Ibi yere korosi farafi. À la béane demain. Dans cette vidéo, nous allons parler de la manipulation qu'utilisent les élites gouvernantes pour amener les peuples à consentir à faire des choses qui sont souvent contre nature. Et ça va nous amener à parler de quelques stratégies, des 10 stratégies de la foule, écrites par le linguiste américain Noam Chomsky. Nous allons énumérer quelques-unes de ces stratégies et parler de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. C'est la nouvelle stratégie, le chapeau sous lequel se passent beaucoup de choses, le chapeau sous lequel les gouvernants de ce monde opèrent pour guider les nations, pour guider les peuples. Donc la première stratégie pour manipuler les gens et pour les amener à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, la première stratégie, c'est la distraction. La distraction par quoi? Par le jeu et le divertissement. Il y a un politologue américain mort en 2017, d'origine russe, je présume, de par son nom, Zbigniew Brzezinski, il s'appelle. Et ce politologue-là appelle cet état de fait, le fait de distraire les gens, il appelle cela le tititainment. Tititainment, qui est un mot qui est composé de 2 mots, le mot titi, qui veut dire la tétée, le fait de téter, allaiter un enfant, et tainment qui est l'abréviation du mot entertainment, qui est en anglais, distraction. Donc, tititainment, c'est le fait de donner la tétée au peuple. Mais quel genre de tétée? Une tétée de divertissement composée d'aliments physiques. Et ces aliments physiques, c'est la malbouffe. On en parlera un jour, on fera un jour une vidéo sur l'alimentation. Et le deuxième élément, ce sont des aliments psychologiques très addictifs tels que le sport, les séries télévisées, les émissions télévisées auxquelles les gens sont accrochés. Et tout cela est fait dans le but d'endormir les gens au sein des masses, faire endormir les masses pour contrôler leur frustration et leur protestation potentielle. Donc, si tout cela est fait, cette industrie du divertissement est mise en place pour amoindrir l'esprit critique des gens, pour empêcher les gens de réfléchir, d'avoir un esprit critique. Le entertainment a bien servi à préparer ce qui se passe aujourd'hui, à savoir ce qu'on appelle aujourd'hui la pandémie Covid et tout ce qui tourne autour de cette pandémie, à savoir confinement, masque, vaccin, distanciation sociale, gestes barrières, etc., etc. Donc, la première stratégie qu'utilise l'élite pour manipuler les peuples et pour les amener à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, la première chose, c'est la distraction. Distraire le peuple, le maintenir dans le divertissement, dans l'amusement et l'amener à manger, à ne pas manger correctement. La deuxième stratégie, c'est le choc. On parle de Covid aujourd'hui, mais cette maladie a été préparée. Donc, on a maintenu les gens dans la distraction, dans la nonchalance, dans l'amusement. Et soudain, il y a eu un choc planétaire qui a bouleversé l'humanité tout entière. Après avoir maintenu les gens dans un état de distraction permanente, on a créé le choc, un choc. Et ce choc, ça a été préparé dans l'ombre, dans les coulisses. Et on vient ensuite au devant de la scène, on vient en public pour essayer de résoudre le problème qu'on a créé dans l'ombre. C'est comme on allume l'incendie, ensuite on vient jouer aux pompiers. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur la Terre, dans l'élite gouvernante mondiale. Le Covid a été un choc pour l'humanité. Parce que du jour au lendemain, cette maladie est devenue une pandémie. Parce qu'elle s'est répandue dans le monde entier. Elle a été créée car bon nombre de maladies, comme bon nombre d'ailleurs de maladies avant elle. Donc, elle a été créée pour instaurer une insécurité
qui a amené à instaurer un état d'urgence de sécurité générale mondiale. Par conséquent, le Covid a été la voie royale à l'état d'urgence sanitaire mondial. Tout ça, ça nous amène quelque part. Alors, on a saccagé l'économie mondiale avec cette pandémie. Ce qui a causé le manque de travail, ce qui a créé le chômage dans bon nombre de pays. Et tout ça encore, c'est une autre préparation pour une autre voie royale qui sera l'instauration future de ce qu'on va appeler le revenu moyen universel pour bien contrôler encore les masses prolétaires. Pour l'instant, on gère l'aspect sanitaire de la crise, mais après viendra la gestion de l'aspect économique. Donc nous voyons comment cet état de choc, cet état de sidération, du jour au lendemain, de voir cette maladie qui s'est propagée partout, qui a fait des milliers de morts, cet état est devenu tellement critique et répétitif. Ce qui est critique, c'est quelque chose qui se répète et qui se répète encore. Et cet état de répétition, c'est-à-dire quoi? On dit confinez-vous, mettez des masques, ne mettez pas de masques, confinez, reconfinez, déconfinez, gestes barrières, couvre-feu. Toutes ces choses, ce schéma-là, ça fait que ça empêche les gens d'agir, ça interdit l'action, on a créé l'interdiction, on empêche les gens d'agir et les gens sont dans une sorte de spirale chronique, répétitive, de sidération causée par ce choc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le but du choc, c'est de quoi? 1. Lorsqu'on est choqué, ça déstructure nos habitudes de fonctionnement et de sécurité. Ça nous déstabilise. Le choc déstabilise notre stabilité, notre conservatisme. On aime faire toujours les mêmes choses. Donc, quand on est en état de choc, tout est bouleversé en nous. En état de choc, on vous dit de maintenir d'abord la distanciation sociale. Parce que lorsque tu es en état de choc, tu vas accepter tout ce qu'on va te proposer. Donc, première chose, distanciation sociale, geste barrière. Ensuite, on vous demande de vous confiner pendant des mois. Ensuite, on vous déconfine pour observer un peu ce qui se passe. Après, on vous reconfine. Au début de la pandémie, on dit, bon, le masque n'est pas nécessaire. Après, on dit, il faut mettre le masque. Non seulement il faut le masque dans les lieux publics, partout, mais même dans la nature où il n'y a personne, il faut mettre le masque. Donc, ce processus de confiner, déconfiner, reconfiner, couvre-feu est très, très déstabilisant et on ne peut pas se projeter à long terme, ni programmer quoi que ce soit. On est amené à vivre au jour le jour et tout cela a été bien calculé par l'élite. C'est fait sciemment pour perturber les gens, pour déstabiliser les gens. Ça, c'est la deuxième stratégie, choquer les gens et puis les amener à faire des choses contre nature, des choses contre leur gré. Ça, c'est le premier but du choc. Le deuxième but du choc, c'est de disloquer les groupes d'opposition et de créer des groupes qui sont pro et des groupes qui sont anti pour ensuite les opposer. Donc, on crée ceux qui baissent les rideaux, c'est-à-dire ceux qui ferment leur magasin, par exemple, contre ceux, on les oppose contre ceux, les grandes enseignes qui, elles, laissent leur magasin ouvert. Pendant qu'on dit aux petites enseignes de fermer leur boutique, les grands magasins, eux, ils ouvrent leur boutique. Donc, ça fait de la frustration au niveau de ceux qui ont des petites structures par rapport à ceux qui ont des grandes structures. On est dans un système de 2 poids, 2 mesures. Donc, deuxième stratégie, une fois qu'on a créé le choc, une fois qu'on a déstabilisé les gens, deuxième chose, on crée la dislocation des groupes d'opposition, on crée des oppositions entre ceux qui sont pour ou contre les mesures qui sont données. La troisième chose, le but pour lequel on crée le choc, c'est que toutes les informations sont contradictoires et discordantes dans le but de créer la confusion. Au début de la pandémie, on veut dire, oh, le masque, c'est pas nécessaire. Après, on veut dire, ah non, il faut porter le masque. Et non seulement il faut le porter, mais il est obligatoire. Le vaccin est arrivé, il y a des médecins qui sont pour le vaccin, pendant que d'autres sont contre le vaccin. Donc, information, contre-information, tout cela, ça sème la zizanie dans l'esprit du peuple, dans l'esprit du public. Et cette discordance crée donc, pour les pros et les anti-pros, dans la gestion de crise, elle a été créée sciemment pour mettre la confusion dans l'esprit des masses, dans l'esprit du peuple. Et dans son livre sur la stratégie du choc, Naomi Klein dit la chose suivante. Elle dit, pour que cette prolifération d'informations contradictoires ait un effet, l'effet en fait de cette prolifération d'informations et contre-informations,
c'est d'arriver à désorienter des gens qui mènent une vie normale, à créer le trouble, à faire perdre le libre arbitre et la capacité aux gens de faire une juste analyse des faits. Donc, en donnant une information et une contre-information, en fin de compte, les gens ne savent pas, mais qui il faut croire, comment se comporter, et c'est fait sciemment dans le but de troubler le public, dans le but d'amener les gens à la dérive. Et cette science qu'on appelle l'ingénierie sociale, qui étudie les sociétés et les hommes, et l'ingénierie sociale donc et psychologique, c'est que ces contradictions permettent de mieux soumettre les peuples, de mieux soumettre les foules, de mieux soumettre les masses. Donc, dans l'état de choc, on désoriente les gens, on crée des groupes d'opposition et on donne des informations et contre-informations pour maintenir le peuple dans la tourmente, dans le trouble, dans la zizanie, dans la confusion totale. Ça, c'est la deuxième stratégie qu'utilisent les élites pour gouverner les peuples et les amener à faire ce qu'ils veulent. La troisième stratégie, c'est la dégradation progressive. Si par exemple, lorsque le Covid a commencé, on vous disait d'accepter en une seule fois le masque, le confinement, la distanciation sociale, les gestes barrières, le couvre-feu, le vaccin et ce qui va bientôt arriver, le passeport vaccinal, vous auriez rejeté tout en bloc. Les gens n'auraient pas accepté. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait les choses de manière progressive. On les fait étape par étape, de sorte que nous avons accepté les choses l'une après l'autre. Et aujourd'hui, nous trouvons ces choses normales. Et cela même avec la caution des experts, des soi-disant experts scientifiques. D'abord, on dit pas de masque. Après, on dit non, en fait, il faut porter des masques. Mais ensuite, il faut porter tel type de masque. On dit bon, on n'a pas besoin de se confiner. Mais oh non, en fait, il faut les confiner. On reste confiné, on sort du confinement, on observe. Oh, mais on voit que ça ne va pas, il faut vous reconfiner. On met des couvre-feux. Donc, petit à petit, ils ont instauré des choses. Et là, nous sommes arrivés au vaccin. Pour l'instant, ils disent que ce n'est pas obligatoire. Mais plus on avance, ça va devenir obligatoire. On est en train de parler de passeport vaccinal. On est en train de parler de celui qui ne sera pas vacciné ne pourra pas opérer, faire son métier correctement. Les enseignants, les médecins, déjà les infirmiers, les infirmières. Même si tu ne veux pas te vacciner, tu es obligé de te vacciner pour ne pas perdre ton emploi. On instaure une stratégie de peur dont on va parler plus tard. Donc, la stratégie de la dégradation progressive, on met en place des choses petit à petit qui dégradent l'être humain, qui l'amènent à poser des actions qu'il n'a pas envie de poser, mais qu'il est obligé de poser. Ça, c'est la troisième stratégie qu'utilise l'élite. La quatrième stratégie, c'est la stratégie du différé. On diffère les choses. Comme je disais plus haut, pour l'instant, la pandémie est là. On est en train de gérer la crise de la pandémie Covid. Nous sommes arrivés à la phase, après les confinements, déconfinements, reconfinements, gestes barrières, masques, pas masques, etc. Nous sommes aujourd'hui à la phase des vaccins et des variants. Et ensuite, on va réfléchir sur la gestion économique de la crise, sur les conséquences économiques que sont en train de créer en ce moment cette pandémie, pendant que tout est fermé dans certains pays. Beaucoup de grandes entreprises sont fermées, les gens travaillent à la maison. Le chômage bat son plein dans certains pays, dans certaines structures. Donc pour l'instant, on met ça en stand-by. On gère la crise. On veut canaliser la maladie d'abord et après on verra les effets secondaires, on verra les effets collatéraux qui sont les effets économiques. Une autre bombe encore qui va arriver, qui va faire encore un état de choc. Hier, j'entendais une amie me dire qu'ils ont été informés que d'ici l'année prochaine, les enfants de 0 à 18 ans ne vont plus payer le transport en commun. Suivez mon regard, il y a quelque chose qui se prépare. Je parlais du revenu universel. Lorsqu'il y a plein de gens qui n'auront pas de travail, à force d'avoir été confinés, ils ont perdu leur emploi. Donc, la stratégie qu'ils vont trouver, c'est de dire, bon, on leur donne un petit revenu, un petit pécule au moins pour survivre. Et on permet que les enfants ne payent pas le transport, comme ça amoindrit les coûts. Donc, les choses sont en train d'être préparées. Pendant qu'on gère la maladie, la crise sanitaire, il y a des problèmes sous-jacents de crise économique qui sont en train de pointer le nez, qui vont apparaître très bientôt. Donc, nous sommes dans la quatrième stratégie qui est la stratégie du différé, de différer les choses, de parer d'abord au plus urgent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau fonctionne avec des neurones qui établissent des connexions entre eux à travers des synapses, ce qu'on appelle des synapses.
Alors, tous les 21 jours, les chemins de ces synapses changent et remplacent les connexions qui sont devenues caduques, les connexions qui sont devenues inutiles, qu'on n'utilise plus. On remplace cela par de nouvelles connexions. Donc, toutes les mesures prises au cours des mois derniers ont été établies dans nos synapses à force de les répéter. Et la structure de ces nouvelles mesures est devenue notre nouvelle façon de penser, est devenue notre nouvelle représentation mentale. Aujourd'hui, c'est devenu évident de mettre un masque, même si on est étouffé, même si on respire son propre gaz carbonique. C'est devenu normal de porter un masque même en pleine nature où il n'y a personne, où on est tout seul, tellement on est devenu aliéné. Donc nous sommes dans la stratégie du différé où nous allons voir plus tard les effets collatéraux de tout ce qui est en train de se faire en ce moment, en ce qui concerne par exemple les vaccins. La 5e stratégie qu'utilise l'élite pour manipuler les masses, c'est l'infantilisation des masses, infantiliser les gens, prendre les gens pour des enfants. Pour mener à bien cette stratégie, on s'adresse au public comme si on s'adressait à un enfant. On parle au public comme à un enfant. Et cette stratégie est beaucoup utilisée en marketing et dans les publicités. Et selon Eric Berne, un psychologue, dans sa théorie sur de l'analyse transactionnelle, en chaque individu, il y a 3 personnalités. Dans chacun de nous, nous avons l'enfant docile ou l'enfant rebelle. Nous avons le parent et nous avons l'adulte. Donc, nous agissons en fonction de ces 3 personnes qui sont en nous, selon les circonstances que la vie met devant nous. Donc, les gouvernements, ils s'adressent à leur peuple en général en parlant à l'enfant qui est en eux. Ils multiplient des messages qui infantilisent les gens. Ils prennent des gens pour des enfants lorsqu'ils s'adressent à eux. C'est comme si on n'avait pas de tête pour réfléchir. Donc, ils parlent à leur peuple comme à des enfants. Ils prennent la figure du parent bienveillant ou du père fouettard, en menaçant par exemple de punir les enfants rebelles qui refusent d'obéir aux mesures prises, qui refusent d'obéir aux injonctions qui ont été établies dans cette gestion de la crise sanitaire. Le comble aussi, c'est que l'être humain est conditionné à obéir à ses parents, à obéir à l'autorité qui est établie sur lui. Donc, comme un enfant, la foule obéit sans réfléchir à tout ce qu'on lui demande de faire, à ce qu'on lui propose. Ne porte pas de masque, elle ne porte pas de masque. Porte de masque, elle porte de masque. Observe la distanciation sociale, elle le fait. Confine-toi, spontanément elle le fait. Parce qu'on lui a dit si elle se confine, ça ira mieux. Malheureusement, elle se confine. Après on dit déconfine-toi, elle se déconfine. Mais les choses continuent à empirer. Alors, on trouve une autre stratégie. On dit bon, maintenant respecte le couvre-feu. Comme un enfant, il respecte le couvre-feu. Quitte à perturber toutes ses habitudes de travail, courir pour aller faire les courses après le travail, c'est encore d'autres bouleversements. Reconfine-toi, parce que le couvre-feu, ce n'est pas trop efficace. Donc, reconfine-toi. Nous sommes en ce moment dans cette phase, en ce qui me concerne. Respecte les consignes au risque d'être amendé. Donc, tu es dans la nature, il n'y a personne, tu es obligé de mettre le masque, parce que si tu ne mets pas de masque, tu auras une contravention de 5 quelques euros. Même si tu es tout seul dans la nature, alors que l'air, on a besoin d'oxygène pour oxygéner notre cerveau, nos poumons, mais tu es seul dans la rue à cause du masque, tu es obligé de mettre le masque au risque d'être amendé. Limite tes déplacements à tel nombre de kilomètres. Tu peux te déplacer, mais ne va pas au-delà de telle distance. Ne respire pas en plein air sans ton masque, etc. Donc, ce sont des mesures qu'on nous prend comme des enfants. Nous sommes ballottés au vent, au gré, aux humeurs des élites politiques. Tout ça parce que nous sommes en état de choc. Donc, le parent qui est le gouvernement, qui sont les gouvernements mondiaux, qui jouent le rôle de parents sur les peuples, ont posé des cartes sur la table, les dés sont joués, libre maintenant à chacun d'obéir ou de ne pas obéir à ses risques et périls. Libre à chacun d'être un enfant docile ou un enfant rebelle à ses risques et périls. Et ça va nous mener maintenant à la stratégie numéro 6, qui est de s'adresser à l'émotion des gens plutôt qu'à la réflexion des gens. Les élites s'adressent aux émotions des gens au lieu de s'adresser à l'esprit, à la réflexion des gens. Qu'est-ce que ça dit? Les émotions en nous sont innées en l'homme. L'homme a des émotions. Les émotions sont irréversibles. Les émotions se communiquent. Elles sont indispensables à la survie de l'homme et à la construction de son développement. On ne peut pas vivre sans émotions. Mais la plupart des hommes, malheureusement, n'ont pas appris à gérer leurs émotions. Au contraire, ils se méfient de leurs émotions,
ou bien ils répriment leurs émotions. Des fois même, ils rejettent leurs émotions. Quelqu'un est triste, il a envie de pleurer. Au lieu de pleurer, il retient ses larmes, il intériorise tout et il souffre à l'intérieur. Alors que le fait de pleurer, c'est pour dégager cette émotion de tristesse. Mais non, il ne va pas pleurer. Quelqu'un est en colère, au lieu de pousser un grand cri pour faire sortir le feu de la colère, non, il se maintient, il bouge lui-même et ça ronge son intérieur. Les émotions doivent être exprimées, les émotions doivent être gérées. Mais les êtres humains aujourd'hui n'ont pas appris à gérer les émotions. Donc, tout le monde a été pris en état de choc. Et dans cette tourmente émotionnelle extrême, provoquée par le Covid, lorsque le Covid est apparu, cela a créé une grosse peur en l'être humain. Cela a créé une grosse peur dans les peuples, dans les populations. La plus grosse des peurs, c'est la peur de mourir. Les gens ont eu la peur de leur vie, mourir d'une maladie qui apparaît souvent, qui est devenue une pandémie, le Covid-19. Et c'est l'émotion la plus extrême sur laquelle cette pandémie et ceux qui l'ont créée a pris appui. La peur de mourir aussi, elle engendre par conséquent d'autres peurs sous-jacentes qui sont la peur de tomber malade, la peur de contaminer ses proches, la peur de l'absence du lien, d'être en contact avec les autres, la peur de perdre son travail, la peur de payer une amende parce que tu n'as pas mis ton masque ou bien tu as dépassé tel nombre de kilomètres que tu ne devais pas dépasser. La peur du manque, la peur de manquer. On a vu lorsque le confinement, le premier confinement, avant le confinement, comment les gens se précipitaient dans les magasins parce qu'ils avaient peur de manquer de nourriture. Même les papiers hygiéniques, les gens se battaient pour s'arracher des rouleaux de papier hygiénique, de papier toilette parce qu'ils avaient peur de manquer. La peur, c'est l'arme par excellence que les gouvernements utilisent pour assujettir les populations. Et cette peur a fait ressurgir les vieux démons de l'enfance qui sont en l'homme, les vieux démons qui sont enfouis en l'homme. Elle a fait ressurgir ces vieilles blessures non guéries, enfouies en lui. Cette nouvelle grosse peur infligée à l'humanité court-circuite par conséquent son analyse relationnelle. Cela court-circuite et désactive son sens critique. L'homme n'a plus un esprit critique tellement il vit dans la peur. Il n'a pas appris à gérer ses émotions, donc ses émotions sont devenues des mauvaises conseillères pour lui. Tellement il a peur de manquer, il accepte tout ce qu'on lui donne. Tellement il a peur de perdre son travail, il accepte de se confiner, de recevoir juste un petit pécule, de fermer son restaurant et de perdre son chiffre d'affaires. Ainsi, en utilisant le registre de nos émotions, il devient facile de faire ressurgir en nous certains comportements inconscients que nous avons enfouis en nous et d'en implanter de nouveaux. Donc c'est ce que fait l'élite. Faire ressurgir ce qui est en nous, nos peurs, nos manquements, nos frustrations. Et tout ça, une fois qu'on est dans un état de choc, dans un état d'indépendance, de dépendance plutôt, alors on fabrique ce qu'on appelle le consentement à travers la peur et les émotions. On nous fait consentir à des choses qu'on ne voudrait pas, des choses qu'on ne voudrait pas faire. Et à travers la peur, à travers notre peur, à travers nos émotions, on nous amène à consentir, à accepter de faire des choses qui sont souvent contre nature. Comment peut-on respirer toute la journée avec un masque sur le nez sans créer des troubles? Moi, je prends mon cas, lorsque je rentre chez moi, j'ai la migraine parce que tout le gaz carbonique qui doit sortir normalement, il remonte dans mon cerveau. Ça, c'est encore des maladies plus tard qu'on va découvrir chez beaucoup de personnes, des maladies psychologiques, des maladies cardiaques, etc. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas gérer nos émotions. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas souffrir, parce qu'on est en état de choc. Ce sont ce qu'on appelle les armes silencieuses pour des guerres tranquilles, selon Noam Chomsky. Et l'arme silencieuse par excellence qui tue les gens, c'est la peur. Ça va nous amener à parler des trois cerveaux. Ça va nous amener à voir comment nous gérons nos vies avec nos trois cerveaux. Parce que nous avons trois cerveaux. Le premier cerveau, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Et ce cerveau-là,
ça gère tout ce qui concerne notre survie. Et quand on parle aujourd'hui de survie, au temps de nos ancêtres, c'était aller à la chasse, avoir de quoi manger, la cueillette, tout ça. Mais aujourd'hui, dans notre temps, c'est de travailler, c'est en rapport avec l'économie. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Donc, c'est ta survie en dépend. Donc, le cerveau reptilien gère notre survie. Le cerveau reptilien aussi gère notre appartenance à un groupe géographique, à une hiérarchie, à une idéologie, une façon de penser. Ça, c'est l'appartenance. Ça fait partie de la pyramide de Maslow, les besoins fondamentaux de l'être humain. Donc la survie, l'appartenance sont en rapport avec notre cerveau reptilien qui est notre premier cerveau. Le deuxième cerveau que nous avons, c'est ce qu'on appelle le cerveau limbique. Et ce cerveau-là, lui, il gère tout ce qui est en rapport avec nos émotions et le stress. Toutes les émotions que nous avons, tous les stress qui sont liés à ces émotions sont en rapport avec notre deuxième cerveau qui est le cerveau limbique. Et ces deux cerveaux sont appelés des cerveaux mammaliens et leur rôle, c'est tout ce qui concerne l'automatisme dans notre vie et l'émotionnel. Lorsque nous sommes en face des situations de survie, automatiquement nous allons avoir des réactions pour survivre. Nous allons avoir des réactions selon notre appartenance. Et nous sommes dans un état de choc, nous allons avoir des émotions, nous allons gérer nos émotions en fonction des états qui se présentent devant nous, en fonction du stress qui est en face de nous. Le second cerveau, qui est le cerveau limbique, va prendre ça en charge. Mais nous avons un troisième cerveau qui est non des moindres. Et ce cerveau, c'est le dernier qui nous a été donné dans l'évolution de l'être humain. C'est le troisième cerveau, c'est ce qu'on appelle le néocortex. Et c'est le cerveau le plus récent dans l'évolution de l'homme. Et ce cerveau permet la réflexion. Ce cerveau permet de nous adapter. Ce cerveau nous donne la capacité d'avoir une vision globale du monde qui nous entoure. De réfléchir, de tirer des conclusions. Ça sert ce cerveau. Malheureusement, chez bon nombre de personnes, ce cerveau n'est pas utilisé. Surtout lorsqu'on est en état de choc, comme nous le sommes en ce moment. C'est le cerveau reptilien, c'est-à-dire ce qui gère la survie, notre survie. Et le cerveau limbique, c'est-à-dire ce qui gère nos émotions, nos stress. Ce sont ces deux cerveaux-là qui sont le plus activés en ce moment où je vous parle. Le néocortex, qui est le troisième cerveau, n'est pas très actif. Or, sans avoir appris à gérer nos émotions, et en étant en état de choc chronique, ce que j'appellerais dans mon jargon ECC, état de choc chronique. Chronique, ça veut dire quelque chose qui se répète, qui ne s'arrête pas. En étant de cet état-là, le néocortex est mis en échec. Le néocortex, le troisième cerveau, il ne peut pas, il est pris en otage. Ses capacités sont amoindries, voire ses capacités sont anéanties. Je prends le cas de beaucoup de restaurateurs en Europe qui ont accepté de fermer leur restaurant à cause d'une aide que leur a proposé l'État. Parce que c'est le cerveau reptilien qui est entré en scène, la survie. Mieux vaut accepter un petit pécule que me donne l'État le temps que je ferme mon magasin. On leur dit, bon, dans tel mois, à telle période, vous allez ouvrir. Et lorsqu'arrive, on dit, ah non, la pandémie est encore là, donc on ne peut pas ouvrir. Donc ça fait encore un autre choc, ça fait encore une autre déprogrammation dans leur système immunitaire. Comment ces gens-là vont pas être exposés aux maladies? Donc c'est un raisonnement à court terme, guidé par le cerveau reptilien qu'ils ont pris, ces gens-là, ces pauvres gens. Ces restaurateurs, ces petites enseignes, ces petits magasins, ces petites boutiques, ces petites structures qui sont obligés d'accepter les ordres, les mesures prises par l'État pour les aider à survivre. Mieux vaut accepter ça que de résister. Donc ils ont consenti librement à se soumettre aux mesures prises, bien que ces mesures ne les arrangent pas. Et c'est ce qu'on appelle la soumission librement consentie. C'est-à-dire, on te met dans une situation, on te fait des propositions où tu te sens dans l'obligation d'accepter ces propositions, où tu te soumets librement à consentir à ces propositions qu'on te fait. Parce que c'est ton cerveau reptilien, c'est-à-dire le cerveau qui te permet de survivre, et ton cerveau limbique, ton cerveau qui gère tes émotions, qui gère ta vie, et non ton cerveau, ton néocortex qui te permet de réfléchir pour voir clair dans les choses avant de décider. Donc, en fonction de la manière dont réagit le peuple, l'élite gouvernementale anticipe et ajuste au fur et à mesure sa vision globale sur le peuple. Et elle a une longueur d'avance sur ce peuple-là. Parce que oui, le peuple n'a pas appris à gérer ses émotions. Il a appris à être dans le divertissement, dans les choses faciles.
Il a appris à être guidé comme un enfant. Il a appris à agir. Il ne fait qu'agir avec son cerveau reptilien, c'est-à-dire mode survie, et son cerveau limbique, mode stress ou mode émotionnel, face aux situations qui se présentent à lui. Donc la question que je vais te poser, avec lequel de tes cerveaux tu agis face aux situations de la vie où tu es en état de choc? Quand tu es en état de choc, lorsque un état de choc se présente à toi, lequel des 3 cerveaux que je viens de citer là te permet de poser des actions? Est-ce que tu agis avec ton cerveau reptilien, c'est-à-dire mode suivi, mieux vaut prendre ce qui me donne tout de suite, on ne sait jamais, ou bien émotionnel, où tu as tellement peur du manque de je ne sais pas quoi, tu agis tout de suite, ou bien ça va être ton cerveau, ton néocortex qui t'amène quand même si je n'aurais pas à manger, même si ceci, cela, je me pose, je réfléchis. Est-ce que ce qu'on me propose, c'est bon pour moi ou c'est pas bon pour moi? Est-ce qu'à long terme, je ne vais pas me retrouver plus malheureux, dans un état plus dangereux que maintenant? Voilà la question qu'on doit se poser. Malheureusement, nous tendons vers une société qui désormais, une société qui se complaît dans la médiocrité et qui est encouragée à demeurer dans cette médiocrité. Une médiocrité sociale, la médiocrité des comportements sociaux. Heureusement, cette médiocrité n'est pas encore individuelle pour bon nombre, mais c'est une médiocrité des comportements sociaux. On est comme des moutons dans une bergerie qu'on ballotte à tout vent d'humeur, tout vent de sociétaux, je ne sais pas quoi. Nous avons de plus en plus un hyper cloisonnement des disciplines enseignées dans les grandes écoles, par exemple, et les universités. Et l'expertise l'emporte sur le système. On n'apprend plus dans les grandes écoles à relier les choses entre elles, mais on apprend aux gens à être hyper spécialisés dans leur domaine, à être des experts, pour être ensuite dociles au protocole qu'on va leur proposer plus tard en cas de crise. Ils ont peur de l'échec, donc ils sont dociles. Prenez le cas de ces médecins-là qui se disent des spécialistes. Parmi eux, il y en a qui viennent dire la vérité. Mais deux fois, ils se rétractent parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi, parce qu'ils ont peur de perdre leur vie. Nous sommes dans un système géré par la peur. Et la peur de perdre sa substance pour survivre. Oui. Parce que l'une des choses, c'est de relier les choses entre elles. Et cela permet d'avoir une compréhension globale du monde. Parce que quelqu'un qui prend les choses de manière séparée ne peut pas voir le schéma, la chose dans son ensemble pour pouvoir apprécier et tirer une conclusion qui va le mener à l'action. Et le rôle justement de cette technique, de cette science qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est de s'atteler à maintenir les foules dans cet état de dissociation. C'est-à-dire on divise les gens. Et une partie du peuple a la bonne information, une autre partie a la mauvaise information, et ce sont ceux qui ont la mauvaise information qui sont mis en avant à travers les médias, les grands médias qu'on appelle les médias mainstream, qui prêchent le faux. Tant pis pour l'éthique, tant pis pour la déontologie. Il ne faut surtout pas bouleverser l'ordre établi. Il ne faut pas bouleverser le mécanisme mis en place. Donc il faut mentir encore et encore au peuple. On préfère plutôt donner une explication qui ne tient pas debout au peuple. Et on dit qu'elle vaut mieux qu'une explication que de ne pas lui donner du tout d'explication. Et ça fonctionne toujours comme cela. Et ainsi va le monde. Quel dommage. Donc, résultat des courses, la majorité des gens ne cherchent plus à comprendre le monde dans lequel elle vit. Elle ne remet plus en cause, elle ne remet plus en question ce qui est dit et montré en boucle du matin au soir sur les médias télévisés dédiés à ces choses-là. La majorité des gens a baissé la garde et les armes par peur inconsciente de perdre sa position si le système venait à s'écrouler. Donc il y a maintenant d'un côté ceux qui ont baissé le rideau, ceux qui ont baissé le bras et sont entrés dans une passivité totale. Et il y a de l'autre côté ceux qui de plus en plus nombreux entrent en résistance, mais cette résistance-là est bloquée un peu parce que c'est comme s'ils subissent un chantage des gouvernements qui sont convaincus de ne plus être responsables de leurs pensées, de leur liberté, de leur destin. On les met devant leurs responsabilités. On est arrivé maintenant à remplacer la révolte de ces gens-là par la culpabilité. On les rend coupables. C'est ce qu'on appelle la déresponsabilisation. Et c'est ce qui fait rage en ce moment.
Oui, on met les gens devant les faits accomplis. On met les gens devant le choix. Un choix, je peux dire forcé. Ce qui fait les résistants. Au lieu de se révolter, ils vont s'auto-dévaluer. Ils vont se culpabiliser. Et la culpabilité, c'est quoi? C'est une émotion qui est faite de peur et de tristesse. Il est triste parce qu'il est obligé de faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Il a peur parce qu'il a peur de perdre ce dont il a besoin pour sa survie. Et ça mène encore à la honte en prime. Donc la culpabilité tend à générer un état dépressif qui mène à freiner, à anéantir l'action. Quelqu'un qui se sent coupable, en fin de compte, il devient dépressif. Et s'il est dépressif, il n'agit plus parce que c'est ça le problème de la dépression. Lorsqu'on est dans un état de dépression, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit. On a même envie de se suicider. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui beaucoup d'étudiants, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes se suicider parce qu'ils se disent que ce n'est pas la peine de continuer à vivre dans un monde pareil, dans cet état de fait. Avec le choc, la sidération, la culpabilité est un excellent moyen de tuer la révolte dans l'œuf. Ainsi, les gens sont submergés par leurs émotions. La foule ne réagit plus à la raison et la main, c'est-à-dire l'élite gouvernante le sait aussi. La main connaît l'individu mieux que lui-même. La main détient de ce fait sur lui un pouvoir plus grand. La main maîtrise l'individu qui est un peu à son tour comme lié par la peur et par le manque de gestion de ses émotions. Les détenteurs et les exécutants de l'ingénierie sociale maîtrisent les sciences de l'homme qu'on appelle la sociologie, la psychologie, la biologie humaine. Ils maîtrisent ces sciences-là. Et c'est avec ces sciences-là qu'ils travaillent pour gérer les peuples. Ils ont une connaissance très avancée, une connaissance transversale de ces sciences-là, sur la nature humaine. Et ils savent comment manipuler les foules, ils savent comment gérer les populations. L'humanité est parvenue aujourd'hui à une étape décisive de son évolution. Je tends vers la fin de mon propos. Et cette étape décisive de son évolution, c'est celle de la vérité, de la responsabilité, de la liberté, de la souveraineté. La crise du Covid doit amener chacun de nous à se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je veux pour moi, pour les miens, pour la jeunesse, pour l'humanité? Est-ce que je dois brader ma liberté pour la survie et attendre que quelqu'un d'autre agisse à ma place? Ou bien, je dois faire le choix de sortir de la prison de la pensée unique parce que nous sommes en train d'être mis dans une prison de pensée unique. Nous sommes en train de devenir tous des clones. Veux-tu devenir un clone? Oh non, moi pas. J'espère que toi non plus, tu ne veux pas devenir un clone. On pense que quand on parle de clones, ce sont des machines. Mais on est en train de tendre vers une société de clones humains qui auront une pensée unique, qui vont penser la même chose, qui vont agir de la même chose. C'est vers ça qu'on tend. Est-ce que c'est ce que tu veux, toi qui m'écoutes? Alors tu me poseras la question de savoir qu'est-ce que tu dois faire. Que faire? 1. Il faut apprendre à gérer tes émotions. Parce que les émotions, comme je disais, sont mauvaises conseillères. Il ne faut pas faire les choses guidées par la peur, guidées par une émotion de survie. Donc il faut apprendre à gérer tes émotions. Il faut accueillir tes émotions. Il faut traiter tes émotions pour gagner ta liberté. 2. Il faut retrouver ta confiance en toi et ton estime de toi-même. Les gens ont perdu l'estime d'eux-mêmes. Ils sont prêts à s'abaisser jusque dans la boue pour avoir des miettes. Donc il faut retrouver ton estime de soi, de retrouver ta confiance en toi et en Dieu, si tu crois en Dieu, et ce que je te souhaite. 3. Il faut prendre du recul et remettre en question ce qui est dit, ce qui est fait, ce qui est montré. 4. Il faut remplacer la pensée unique par la pensée complexe. La pensée qui permet de croiser les informations, de confronter les idées, de réinterroger les décisions qui sont prises afin de te forger ton propre avis sur ce qui se passe en connaissance de cause. Il ne faut pas tout accepter, béni, oui, oui, non. Il faut avoir une pensée complexe. Et enfin, il faut résister à ce qui apparaît clairement comme faux.
à ce qui apparaît clairement comme injuste, à ce qui apparaît clairement comme absurde, à ce qui apparaît clairement comme pervers. Voilà ce qu'il faut faire. Primo Levi, pour terminer, disait, c'était un prisonnier. En 1944, il était prisonnier dans les camps de concentration et d'extermination des Juifs. Et voilà ce qu'il disait. Un nazi, c'est quelqu'un qui a perdu son principe de résistance. Oui. Ceux qu'on appelle nazis qui tuaient les gens, c'était des gens qui n'ont pas résisté à Hitler, qui ont été poussés à poser des actes guidés par la hiérarchie qui était établie à l'époque. Jean-Paul Sartre disait aussi, quant à lui, on n'a jamais été aussi libre que pendant l'occupation. Oui, nous sommes en ce moment sous occupation Covid-19 avec ses différentes variantes. Cette crise donc nous offre, pour la première fois de notre histoire, la possibilité de choisir, sachant que le retour en arrière n'est plus possible. Nous sommes dans un point de non-retour. Nous sommes sur le point de basculer entre le grand réveil ou le grand recette. Vous avez entendu parler de ce mot, recette. J'en parlerai un autre jour. Le grand réveil, c'est de sortir grandi de cette crise en mettant en pratique les quelques points que je vous ai donnés plus haut. Par contre, le contraire, c'est le grand recette qui est de finir asservi et aliéné. Alors, que choisis-tu, toi qui m'écoutes? Bernays disait que pour fonctionner, ces stratégies que je viens d'énumérer restent invisibles souvent. Alors qu'au moment où je vous parle, elles sont devenues de plus en plus visibles et observables. Oui, pour que ces stratégies que je viens d'énumérer, c'est-à-dire la distraction, le choc, différer les choses, etc., tout ce que je viens de dire, pour que ça soit très efficace, il faut qu'on ne sache pas que ça se passe. Évidemment, ça a commencé, on ne savait pas, mais de plus en plus, les gens sont réveillés, les gens savent ce qui se passe. Les choses deviennent visibles, observables. Ça veut dire on peut encore agir. Un réveil peut encore se passer. Mais il faut qu'on se lève, il faut qu'on agisse. L'ingénierie sociale ne peut donc pas œuvrer. Elle ne peut plus œuvrer dans l'ombre parce qu'elle est dévoilée. Ni de manière efficiente comme elle avait prévu. Alors, prenons le cas de la distanciation sociale par exemple. Les gens ont découvert que c'est une mesure qui est contraire à la vie. Elle n'a aucun fondement scientifique. Elle n'a aucun fondement médical. Cette mesure cherche à retirer le lien dont les êtres humains sont faits et ont besoin. Nous sommes des mammifères. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de se parler. On a besoin de s'enlacer, de s'embrasser, d'être ensemble. Mais non. On dit distanciation sociale. On veut nous entraîner vers une société sans lien, sans âme. Une société morte. En somme, une société machine, quoi. Où les hommes deviennent de vrais robots téléguidés. Des robots à la pensée unique. C'est vers ça qu'on veut nous amener. Je ne pense pas que tu sois d'accord pour aller vers cela. Moi non plus. Nous sommes des mammifères et en tant que tels, nous sommes une espèce qui est fondée sur le groupe, sur le contact avec le groupe. Donc la stratégie de distanciation sociale existait déjà, ce qu'il faut savoir. Mais elle était dans l'ombre de l'individualisme, déguisée sous forme d'individualisme, de libéralisme, tous ces ismes. Le chacun pour soi, chez soi, existait déjà dans certaines sociétés qui se disent civilisées. Mais aujourd'hui, on l'a mondialisé, on a mondialisé cet individualisme, on a rendu cela visible, on l'a imposé à travers la distanciation sociale sous prétexte de Covid. On t'impose un masque que tu dois toujours porter en public, même en public. Tu n'as plus de visage, tu n'as plus d'identité propre. Tu es devenu une personne quelconque qui ressemble aux autres avec ton masque sur le visage et qui te coupe des autres. Tu ne peux plus serrer la main de l'autre, tu ne peux plus embrasser, tu ne peux plus enlacer. Tu deviens de plus en plus distant, séparé des autres et seul avec toi-même, même quand tu es avec les autres. Ça, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Et nous ne voulons pas de cette mort-là, nous voulons vivre. Ce système naissant qui est en train de s'installer peut encore s'écrouler si nous y mettons du nôtre en nous réveillant maintenant. Donc je dis, abat les peurs et vive la vie. Ensemble,
nous vaincrons. C'était Myriam Epsiba Diallo de Révolution ta conscience. Cette vidéo a été inspirée par l'article lu sur le site reinfocovid.fr.